Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui, bien que par voie télématique, pour présenter ma contribution intitulée L'encre sur les silences, les objets de la mémoire et les images de l'oubli dans Heimat, loin de mon pays, et L'amour ferme les yeux. Mon analyse vise à présenter les techniques narratives et visuelles utilisées dans le roman graphique que je suis en train de vous présenter. Ma thèse est que, par le biais de certaines stratégies narratives et visuelles, les deux récits graphiques partagent une vocation éthique, c'est-à-dire celle de remettre en question les lacunes de l'histoire officielle en tissant la recherche documentaire et la mise en image du passé. Ok. Ne disposant pas de beaucoup de temps, j'ai décidé de diviser mon discours en 3 grands axes. Pour chacun des aspects, je vous présenterai des exemples contenus dans les 2 romans graphiques. Dans la première partie intitulée La culpabilité en héritage, je voudrais présenter comment, dans la transmission de la mémoire historique dans l'Allemagne d'après-guerre, il existe une différence décisive entre la mémoire transmise dans la famille et la mémoire transmise par les institutions. La deuxième partie, décrire les silences, et la troisième partie, l'artiste archiviste, seront consacrées à la mise en forme de la mémoire et de l'oubli dans les 2 romans graphiques. Je voudrais commencer par une réflexion à propos du lien entre image, texte et mémoire, avec une référence de Georges Didier Berman, qui a été déjà évoqué dans la première partie de ces colloques. Et dans son livre « Les images malgré tout », il déclare, je cite, « Dans chaque acte de mémoire, le langage et l'image sont absolument solidaires et s'aident mutuellement. Une image apparaît souvent là où les mots manquent et un mot apparaît souvent là où l'imagination semble manquer. La vérité d'Auschwitz n'est ni plus ni moins inimaginable qu'elle n'est indicible. Si l'horaire des camps défie l'imagination, toute image arrachée à une telle expérience sera d'autant plus précieuse et nécessaire. » Et bien, L'amour ferme les yeux, Liebe schaut weg, publié par Linehoven en Allemagne en 2008, raconte l'histoire de la famille de Lothaire des années 1930 aux années 1970. L'histoire de la famille est inévitablement liée aux événements historiques de la Seconde Guerre mondiale et du régime nazi. Même si le Troisième Reich n'apparaît qu'en filigrane, l'artiste montre comment la guerre a laissé des traces profondes tant sur ceux qui l'ont vécu que sur les générations suivantes. Heimat, loin de mon pays, publié aux États-Unis en 2018, est le résultat de plusieurs années d'enquêtes documentaires et archivistiques sur le passé de la famille de Lothaire. Nous n'avons pas le temps, mais en cliquant sur le lien que vous voyez dans la diapositive, vous pouvez regarder un documentaire dans lequel Lothaire montre sa méthode de travail et de recherche. Les 2 romans graphiques font partie de ce que Marianne Hirsch définit post-mémoire. Et Aleida Assmann, qui a conduit beaucoup d'études sur les mémoires traumatiques, affirme dans son livre appelé Erinnerungsräume, c'est-à-dire le lieu du souvenir, et je cite, que le traumatisme est une inscription corporelle réfractaire à la transposition dans le langage et la réflexion. Fin de la citation. Et par conséquent, la représentation de la guerre et surtout de la Shoah est toujours marquée par une relation instable entre les souvenirs et l'oubli. Nous devons nous rappeler que nous parlons de 2 auteurs allemandes. La mémoire familiale qu'elle tente de retracer se situe du point de vue des agresseurs et pas des victimes. Le sentiment d'appartenance à une nation et à une identité nationale, inévitablement liée au nazisme, est précisément la raison pour laquelle les 2 auteurs commencent leurs recherches. Dans la slide, j'ai inclus 2 pages de Heimat qui nous permet de comprendre la grande distance entre la mémoire officielle et institutionnalisée et la mémoire transmise en famille.
La première image, c'est une page du cahier d'école de l'auteur analysant un discours d'Hitler. Et dans les pages suivantes, elle écrit, je cite, « Nous avons analysé les discours d'Hitler allitération par allitération, tautologie par tautologie, néologisme par néologisme. Nous avons appris que notre langue, autrefois poétique, était désormais potentiellement dangereuse. On lit Schiller sans apprendre à l'aimer comme Shakespeare. Nous avons exclu du vocabulaire les mots qui signifient héros, victoire, bataille et fierté. Nous avons évité les superlatifs et utilisé le mot Zusammengehörigkeitsgefühl, c'est-à-dire le sentiment d'identification à un groupe et à une idée qui va au-delà de l'individu pour identifier l'identité culturelle américaine, mais pas la nôtre. » Fin de la citation. Au contraire, dans la deuxième page, on lit « Je ne comprenais pas pourquoi Jésus était mort pour nos péchés, mais le concept de péché hérité, car c'est ainsi que les Allemands appellent le péché originel, et le fait de devoir subir les conséquences des actions d'une génération antérieure m'était familière. » En effet, l'auteur, encore enfant, est confronté à une contradiction. À l'école, elle apprendra à vivre avec un sentiment général de culpabilité qui, dans sa famille, est plutôt caché par les silences et les non-dits. Ces éléments font naître un sentiment de malaise chez Nora Krug, qui n'est pas celui d'être allemande, mais celui de se sentir allemande. Et l'auteur représente ces paradoxes de manière visuelle. C'est-à-dire qu'à travers des dessins apparemment enfantins, elle introduit un concept fondamental pour la culture allemande après-guerre. Il s'agit de la Vergangenheitsbewältigung. C'est la première citation. Il s'agit d'une notion très difficile à définir, mais qu'on peut traduire en la volonté de dépasser le passé. Pour Nora Krug, l'acceptation de la culpabilité devient une partie intégrante à la fois du sentiment d'appartenance à sa nation et à sa génération. Dans la deuxième référence, vous voyez que cette honte insurmontable est une notion abstraite, car elle est tabouée dans la famille et dans la vie de tous les jours. Dans les deux romans graphiques, chaque élément est significatif pour la compréhension et l'interprétation de ce qui se passe. L'amour ferme les yeux est entièrement en noir et blanc, les traits sont stylisés et les contrastes très forts rendent la page oppressante. L'auteur utilise une technique particulière appelée scratchboard. Il s'agit d'une technique proche de la gravure sur bois. L'artiste commence à creuser sur une surface complètement noire jusqu'à obtenir le dessin. Cette technique souligne l'effort physique pour creuser dans son passé. Dans la diapositive, vous voyez une double page qui correspond à un album de photographie. Nous voyons une photo des grands-parents de l'auteur à l'occasion de leur premier anniversaire de mariage, puis nous voyons une photo de leur enfant et une fleur pressée entre les pages de l'album. Mais une photo a été détachée. Le sous-titre précise « Erich et Irmgard à la colonie de vacances de la jeunesse hitlérienne ». Dans ces cas, l'absence de la photographie devient un symbole, car d'une part, elle représente la difficulté de traiter le passé, mais d'autre part, elle montre l'insuffisance des documents à donner une image complète de ce qui s'est passé. La photographie absente fait partie d'un chapitre du passé volontairement oublié par la famille. Ces mécanismes d'autocensure se reflètent dans le style de l'auteur, que j'ai défini en récit de soustraction, car les informations essentielles et le contexte historique sont cachés dans les espaces vides. J'ai défini au contraire le style de Nora Krug en récit par addition. Heimat a une construction graphique sujette aux associations capricieuses de souvenirs. Ça signifie, du point de vue visuel, une rupture totale dans l'ordre graphique traditionnel des bandes dessinées. La composition visuelle de Heimat devient une façon de penser et de rechercher avant même de parler au lecteur. La fusion de formes visuelles et littéraires permet à l'auteur de sauter entre le présent et le passé, le réel et le poétique,
le documentaire et l'imaginaire. Dans ces cas, nous pouvons parler d'une anatomie graphique de la mémoire examinée à travers ses propres mécanismes. Vous voyez par exemple dans la slide la façon de présenter son grand-père et son oncle qu'elle n'a jamais connu, simplement en créant un collage avec les photographies, mais en soulignant les espaces vides de la mémoire. Et ces personnages absents, ces oncles, les grands-pères, ces fantômes du passé sont les véritables protagonistes des histoires racontées dans les deux romans graphiques. Le seul morceau dont les auteurs peuvent tirer des informations sont les reliques de ces personnalités submergées par l'histoire. Il s'agit d'objets, de photographies, de lettres. La structure des récits devient donc un collage de souvenirs personnels transmis en famille, de lettres, de journaux intimes, de photographies auxquelles les auteurs ajoutent par les dessins des hypothèses, des réflexions à travers leurs connaissances historiques d'aujourd'hui. Ces objets sont morceaux d'une identité familière et culturelle et en même temps des morceaux d'histoire collective. Je le définirai de Madeleine postmoderne, des éclats de la culture consumériste et des fragments d'un imaginaire générationnel qui catalyse la mémoire personnelle de l'auteur et du lecteur. En effet, là où le passé est oublié, il y a des objets. La culture submergée allemande peut être retrouvée dans les choses, qui semble être un antidote à la gravité de l'histoire. Eh bien, nous avons vu que dans les deux romans graphiques, le non-dit est parfois plus important que ce qui est exprimé. La mise en image de l'oubli a une valeur éthique et testimoniale car les écrivains ajoutent aux fragments du passé les connaissances culturelles d'aujourd'hui. Et avec l'écriture, ils retravaillent de blessures qui ont encore besoin d'être acceptées. Je voudrais conclure avec une dernière citation d'Eleanor Arfour qui déclare « Dans la difficulté de porter au langage les expériences douloureuses, dans le défi qui suppose de dire à nouveau, là où la puissance performative du langage fait vivre à nouveau, la mise en forme et en sens de l'histoire personnelle n'est pas seul enjeu. Le récit comporte aussi une dimension thérapeutique, la nécessité de dire, la narration comme travail de deuil, et fondamentalement éthique. Il restaure les circuits de l'interlocution, en présence ou en cette absence que suppose l'écriture, et permet d'assumer l'entendre avec toute sa charge signifiante en termes de responsabilité pour l'autre. Il permet aussi de commencer à franchir le chemin qui va de l'individuel au collectif. La mémoire est ici un passage obligé vers l'histoire. Je vous remercie de votre attention